D'abord, je suis Xavier Tchiknavorian et je voudrais d'abord remercier Frédéric Viré d'avoir de nouveau organisé cette journée d'échange avec nos collègues de l'Institut Paoli-Calmettes, ce qui permet à la fois d'échanger, mais aussi, malgré la proximité et l'ancienneté des habitudes de travailler en commun, de continuer à se découvrir. Et donc c'est toujours l'occasion de belles rencontres, je vous remercie. Et on va d'abord donner la parole à Gilles Piana sur la prise en charge en radiologie interventionnelle des métastases osseuses. Bonjour à tous. Merci à l'hôpital de Toulon, à Frédéric Viré pour cette invitation. Donc je vais vous parler des différentes techniques de radiologie interventionnelle dans le cas de la prise en charge des métastases osseuses. Donc, on a de plus en plus recours à la radiologie interventionnelle thérapeutique, donc pas uniquement pour les lésions osseuses, mais pour le patient métastatique un petit peu dans sa globalité, souvent des patients oligométastatiques pour des lésions pulmonaires, des lésions hépatiques, des lésions osseuses. Mais à mon sens, c'est vraiment pour les lésions osseuses où la radiologie interventionnelle apporte maintenant des solutions vraiment intéressantes et parfois exclusives, c'est-à-dire sur ce segment-là, les différentes thérapeutiques se complètent et que ce soit sur la consolidation, sur l'antalgie précoce, les solutions apportées sont vraiment intéressantes. Et donc je vais vous présenter à travers des cas cliniques réalisés à l'IPC depuis 2-3 ans un petit peu les indications qu'on peut retenir, donc qui ne sont pas évidemment exclusives, c'est-à-dire c'est souvent des thérapies combinées avec de la radiothérapie, de la chirurgie. Et souvent, ces traitements sont un petit peu sous-utilisés parce qu'on ne les connaît pas bien. Et donc, c'est un petit peu l'occasion pour moi là, de vous les présenter. Donc, je n'ai pas de déclaration d'intérêt. Donc, les métastases osseuses, principalement, on va s'intéresser aux lésions osseuses secondaires du sein, de la prostate, du poumon. Leur particularité, c'est que ces lésions vont se compliquer à peu près dans 50% des cas. On appelle ça l'événement osseux, c'est-à-dire des lésions qui vont entraîner des douleurs, une fracture pathologique, une compression médulaire. Et donc le but de toutes les thérapeutiques, ça va être d'une part d'éviter la survenue de ces événements osseux et de les traiter dans les meilleures conditions possibles. Alors nous, radiologues interventionnels, notre cœur de cible, ça va être quand même la lésion osseuse lithique. C'est vraiment sur ces lésions où vraiment on apporte des solutions intéressantes. Alors d'une part, ça intéresse, la population est large, hein, c'est-à-dire que mon propos, il va intéresser les lésions osseuses lithiques secondaires, donc c'est-à-dire la majorité des lésions du sein, des métastases pulmonaires, le rein et surtout le myélome. Donc toutes ces options thérapeutiques, elles sont valables pour toutes ces lésions. D'une part parce que techniquement, on ne peut intervenir que sur de l'os lithique. C'est une technique percutanée, donc il faut pouvoir positionner une aiguille thérapeutique, un trocar osseux à travers l'os. Donc ça, c'est impensable dans un os condensant, par exemple une métastase de prostate. On n'a quasiment aucune solution apportée. Le scanner, c'est l'élément clé pour nous dans le bilan pré-thérapeutique, c'est-à-dire c'est le scanner qui permet de définir si la lésion est lithique et d'adapter le traitement. Et ça permet d'introduire une notion un petit peu nouvelle, c'est le risque fracturaire. Et derrière, pouvoir proposer des traitements préventifs chez des patients qui ne sont pas symptomatiques. Donc l'arsenal thérapeutique à l'heure actuelle, il est partagé entre des traitements systémiques, les antirésorptifs osseux, les antalgiques, la chimiothérapie, et des traitements locaux, donc 2 traitements, on va dire, un petit peu de référence qui sont installés depuis relativement longtemps, donc la radiothérapie, la chirurgie, donc 2 traitements qui marchent très bien. La radiologie interventionnelle, donc, vous voyez, qui arrive un petit peu après la bataille, et qui va essayer de trouver des indications ou une complémentarité avec ces traitements. Donc la radiothérapie à visée antalgique, comme je vous l'ai dit, c'est efficace dans à peu près 80% des cas. L'indication retenue aussi en dehors du traitement antalgique, c'est dans le cas de compression médulaire en traitement adjuvant post-opératoire. La chirurgie orthopédique, également
dans la vision préventive et des complications, il faut savoir quand même que c'est une chirurgie qui est chez des patients oncologiques qui peut s'avérer parfois très lourde, et les chirurgiens de plus en plus se tournent vers nous, on va le voir pour les lésions en particulier du bassin, et évitent en première intention maintenant d'y aller. Alors quels sont les outils disponibles à l'heure actuelle? Alors je vais limiter mon propos aux cimentoplasties et aux thermoablations. Il y en a d'autres, les infiltrations, etc. Mais voilà, on va essayer de cibler le propos sur ces deux techniques, avec l'objectif qui est triple, c'est de l'antalgie, de la consolidation et pourquoi pas du curatif chez le patient oligométastatique. Le prérequis essentiel, c'est avoir un guidage performant, parce que tous nos traitements ils sont guidés. On ne peut faire ces traitements que sous réserve d'avoir une imagerie la plus performante possible. À disposition, c'est du guidage scanner, avec les limites, vous le savez, de l'accessibilité du scanner pour ce type de geste, ou une table de radiologie interventionnelle. L'élément important, c'est le caractère mini-invasif, et là je vais insister dessus, c'est on fait de l'abord percutané, c'est des traitements qu'on pourrait, avant qu'on faisait sous anesthésie locale, mais pour le confort de l'opérateur, parce que parfois ça peut durer un peu plus longtemps, on fait ça sous sédation consciente, et si possible dans des normes de bloc opératoire, parce qu'on va travailler dans de l'os, et c'est vrai que le risque infectieux, là, il est un petit peu plus important, donc on se doit d'avoir une asepsie irréprochable. Donc, la première partie du topo, c'est la cimentoplastie. La vertébroplastie, je pense que tout le monde en a entendu déjà parler. Sur le versant oncologique, c'est peut-être un petit peu moins connu. Ensuite, parler de la cimentoplastie du bassin, c'est, à mon avis, le service médical rendu vraiment le plus important, moi, dans les patients qu'on suit à l'IPC, sur un geste qui est simplissime, qui dure 30 minutes, avec des risques quasi nuls. Je pense que ça vaut vraiment le coup de connaître les indications et de les proposer à bon escient. Et ensuite, on peut voir qu'on peut mettre aussi du ciment dans les os longs. Ça, c'est plus sur un versant palliatif, chez les patients vraiment qu'on ne peut pas opérer. Donc la cimentoplastie, c'est assez basique, hein, c'est mettre du ciment dans un os préfracturaire ou qui est déjà fracturé, dans un double objectif de l'antalgie, parce qu'on va immobiliser les microfractures de l'os, et on va intervenir sur la douleur qui est mécanique, c'est-à-dire qu'un patient qui a une douleur à la mobilisation de la vertèbre ou du bassin, donc on sait qu'on peut apporter quelque chose, à contrario, un patient qui a une douleur inflammatoire, c'est-à-dire souvent une lésion qui n'est pas tassée, une douleur nocturne, insomniante, on sait que là-dessus, le ciment ne va pas apporter grand-chose, par exemple. Donc ça permet déjà de faire un petit filtre. L'importance du bilan d'imagerie, c'est, comme je vous l'ai dit, le scanner. Alors on a toujours l'impression que l'IRM, c'est mieux que le scanner. C'est vrai que l'IRM, c'est bien pour détecter les lésions, pour les caractériser. Par contre, l'IRM ne peut pas dire la lésion est lithique ou pas. Il y a une fracture ou pas, c'est compliqué. Le mur postérieur est intègre, c'est compliqué. Je vous donne un exemple. Ici, un scanner avec une fracture très nette, avec un trait de fracture central, une absence de mur postérieur. Vous voyez que l'IRM ici, on voit une prise de contraste, on sait qu'il y a une petite épidurite. Par contre, on est incapable de dire le caractère condensant ou lithique de la lésion. Donc voilà. Là-dessus, moi, je ne peux pas dire je peux faire une cimentoplastie, il faut absolument un scanner. Là, je sais que je peux le faire et je dois être très prudent parce que le mur postérieur est un petit peu atteint. Techniquement, donc, le matériel, c'est très simple. Et pour une fois, dans nos pratiques, c'est un geste qui ne coûte pas très cher. C'est-à-dire qu'on est toujours là à dire oui, vous coûtez cher, vous avez du consommable hors de prix. Là, c'est un geste qui revient à pas grand-chose. Donc, on peut le proposer vraiment sans arrière-pensée au niveau du coût. Le bénéfice attendu, c'est une réduction des douleurs dans 80% des cas. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu général. On sait que sur le myélome, ça marche encore mieux. Un petit peu comme sur l'os porotique, alors que sur la métastase, le bénéfice est plutôt aux alentours de 70% des cas. L'intérêt, c'est l'effet antalgique qui peut être très rapide. Alors c'est pas tout le temps, mais on a des patients qui, dans les premières heures après la cimentoplastie, ont un bénéfice antalgique assez considérable. On se donne en gros 1 à 2 semaines pour avoir une idée du résultat, mais l'effet vraiment rapide, c'est important. Un geste qui complique très peu, et ça on va voir après, c'est quelque chose qui est important. Donc on doit connaître nos limites. Un bon contrôle en imagerie permet vraiment de limiter toutes les complications. Une notion importante, on n'a aucune action antitumorale. Donc ça c'est quand même important, c'est-à-dire qu'on va traiter de l'antalgie, enfin on va apporter un effet antalgique, de la consolidation, mais l'objectif c'est pas de neutraliser la lésion. Donc ça laisse sous-entendre que derrière, si on veut faire ça, ça veut dire qu'il faut compléter avec de la radiothérapie par exemple. Donc, première indication, la vertébroplastie antalgique.
Donc ça, je pense, c'est un traitement qui est assez connu. Un abord, vous voyez, direct à travers le pédicule de la vertèbre. On peut faire plusieurs étages. Ça ne demande pas un guidage absolument très performant, c'est-à-dire une table de radio suffit, pas besoin de scanner pour des vertèbres thoraco-lombaires. Voilà. L'indication, c'est le tassement vertébral hyperalgique. En seconde intention, lorsqu'il n'y a pas de tassement, après échec de la radiothérapie à visante algique. Il n'y a pas vraiment de contre-indication absolue, si ce n'est le patient qui a une compression médulaire, évidemment, on ne va pas lui faire de cimentoplastie. Un patient qui a des signes neurologiques, on va éviter. La fracture instable, en fait, c'est un petit peu des limites techniques après, c'est-à-dire un patient qui a un tassement complet en galette, il est impossible de mettre une aiguille à l'intérieur. La fracture instable, c'est-à-dire c'est la fracture de la vertèbre qui est coupée en deux. On va plutôt diriger ce patient vers la neurochirurgie. Ensuite, prudence, il n'y a plus de mur postérieur, on va faire très attention, peut-être faire ça sous scanner, etc. Les patients qui ont des épidurites ne sont pas des contre-indications. Très souvent, on associe la cimentoplastie et la radiothérapie dans un second temps. Quelques exemples. Donc ici, vous voyez l'IRM qui retrouve l'infiltration métastatique tassée, le tassement en scanner et la cimentoplastie. On peut être amené à traiter plusieurs étages en même temps, en particulier chez le patient porteur d'un myélome. C'est là où je vous l'ai dit, les résultats sont vraiment le plus spectaculaires. On peut traiter à peu près jusqu'à 5 étages. Après, on a des limites techniques de temps aussi de traiter 6-7 étages. Ça devient un petit peu beaucoup pour le patient. Donc, en gros, on se limite à 5 étages. On peut aussi traiter par vertébroplastie, je ne sais pas si on le voit bien, mais là, des vertèbres qui ne sont pas tassées, une lésion lithique douloureuse. Vous voyez, ça c'est fait sous scanner, donc on place un trocar osseux uniquement dans la lésion lithique et on injecte le ciment sous contrôle de l'imagerie. On peut être amené aussi à traiter ces détassements sur vertèbres qui ne sont pas lithiques mais qui sont mixtes. L'injection est plus complexe, c'est vrai que ce ne sont pas les meilleurs candidats, donc les métastases mixtes, c'est souvent dans le cancer du sein aussi. On le fait, mais voilà, on sait que la diffusion du ciment est plus complexe. Alors sans parler des métastases condensantes, où là, c'est un cas qui a marché, mais c'est vrai qu'en pratique, on ne retient pas ces indications. Il est impossible de faire pénétrer une aiguille dans l'os dense, c'est la pierre, et la diffusion du ciment est complètement improbable, donc on a du mal à contrôler un petit peu ce qu'on fait. Voilà. Deuxième volet, le côté préventif, et ça c'est une notion qui est un peu nouvelle, qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'on va traiter de manière préventive des patients qui sont complètement asymptomatiques, mais qui ont une lésion lithique volumineuse sur une vertèbre thoraco-lombaire, avec une ostéolyse de plus de 50%, et on sait que ces vertèbres, un jour, vont se tasser. On ne peut pas le prouver, mais les différents articles montrent que, au-delà d'une certaine lise, c'est vraiment important de proposer cette cimentoplastie. Voilà, donc là, vous avez un exemple ici d'une ostéolyse avant-après, avec là aussi une absence de mur postérieur, donc on est aussi prudent sur l'injection. Un deuxième cas ici d'une vertèbre L4, patient asymptomatique, donc c'est toujours un peu compliqué de proposer un traitement à un patient qui ne se plaint de rien. Néanmoins, les suites sont souvent très simples, les patients n'ont pas tellement de douleur après le geste, et ça permet vraiment d'épargner et de se mettre à l'abri de complications un petit peu graves. Alors, justement, quand on parle des complications sur la vertébroplastie, elles sont exceptionnelles, c'est la fuite de ciment, elles sont exceptionnellement symptomatiques. Je vous montre un cas qui est issu de ma base de données. On injecte du ciment, même si on est très prudent, parfois on a des fuites de ciment. Là, c'est une fuite de ciment postérieure, on essaye vraiment de ne jamais avoir cela. Là, dans ce cas-là, il y en a quand même pas mal de ciment. Donc, là, pour vous donner un exemple, c'était totalement asymptomatique, mais bon, faut quand même le repérer pendant le geste et savoir s'arrêter. Un autre exemple un petit peu historique, là vous voyez, c'est une cimentoplastie dorsale ou lombaire basse avec une fuite de ciment par une veine lombaire, et vous avez du ciment dans les artères pulmonaires, donc c'est une embolie pulmonaire de ciment. Ça existe, on le sait, et totalement asymptomatique aussi également. Mais ce sont des gestes, des complications à connaître. Ensuite, l'association possible avec la radiothérapie, ça c'est important, notamment dans les volumineuses lésions, les lésions avec une épidurite. Si possible, on essaye de faire la vertébroplastie avant et ensuite la
la radiothérapie. C'est pour vous donner un exemple ici d'un cas qu'on a retenu récemment en RCP, une volumineuse lésion lithique, on fait la vertébroplastie première et ensuite on complète par de la radiothérapie. Maintenant, la cimentoplastie du bassin, donc ça c'est vraiment des gestes extrêmement simples, avec des complications aussi extrêmement rares, qui fonctionnent très bien, en particulier au niveau du cotyle. Maintenant, comme je vous ai dit, les orthopédistes nous invitent à y aller en première intention sur des lésions algiques, ici sur le toit du cotyle. Ça demande un guidage plutôt scanographique où on doit vérifier l'absence de fuite de ciment dans l'articulation. Une fois de plus, c'est un geste qui prend 30 minutes, qui est simplissime, avec vraiment de réels bénéfices. Ici, on voyait qu'on peut, grâce au scanner, atteindre des zones un petit peu compliquées, c'est-à-dire la colonne postérieure du cotyle, avec des angulations majeures, et aussi une effraction de la cavité articulaire, et on arrête dès que le ciment commence à aller dans l'articulation. Là, un peu le même type d'exemple, avec une fuite de ciment dans l'articulation. Au niveau du sacrum, pareil, ce sont des patients souvent qui sont diagnostiqués un peu tardivement. L'IRM ne permet pas souvent de faire le point. En scanner, on voit très bien les traits de fracture. Une simple cimentoplastie, souvent, sur une symptomatologie qui est un petit peu bâtarde, les fractures du sacrum, on arrive à refaire marcher ces gens, entre guillemets, qui restent, et plutôt que de les laisser alité 3 mois en décharge, voilà, ça permet un petit peu de gagner de temps. Un deuxième exemple, un peu le même type, là, sur un aileron sacré. Maintenant, des locations un petit peu bêtes, une fracture de l'aile iliaque. Vous voyez, l'accès est simplissime en scanner, on peut apporter les choses. Un petit peu partout sur le bassin, sur une branche ischio-pubienne, sur des fractures comme ça. Voilà, c'est toujours pareil, c'est l'accès assez simple. Maintenant, sur les olons, alors là, je ne peux pas dire que c'est des traitements de première intention, ça reste des lésions que l'on voit, nous, vraiment en palliatif, chez les gens qui ne peuvent pas être opérés. Ça permet une fin de vie dans de meilleures conditions, c'est-à-dire on ne va pas rester avec le bras cassé complètement immobile. Le chirurgien ne voudra jamais mettre de broche. On immobilise, donc on permet de récupérer une petite mobilité, de gagner un petit peu sur l'antalgie. Voilà. Mais ce n'est pas un traitement à l'heure actuelle de référence. Et on voyait qu'il y en a qui sont amusés à mettre du ciment dans les lésions lithiques du col. Ça casse une fois sur deux, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc on garde ça pour les membres supérieurs. C'est plus sage. Maintenant, pour finir, je vais parler de thermoablation, essentiellement de cryothérapie. Là, l'objectif maintenant, il va être plus sur à la fois de l'antalgie et du contrôle tumoral. Donc, on se positionne un petit peu comme la radiothérapie. Et là, l'organisation du traitement est un peu plus lourde. Ça demande de positionner sur le contrôle scanographique des cryosondes. C'est un petit peu comme on en a parlé ce matin, la prostate. C'est le traitement, la cryothérapie de référence, un des traitements de référence sur les lésions du rein. Et depuis quelques années, on a adapté ça aux lésions algiques osseuses parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un bénéfice antalgique majeur et à la fois un contrôle tumoral. Donc tout ça parce qu'on utilise des bouteilles de gaz à moins 180 degrés. Le guidage, comme je vous l'ai dit, c'était du scanner. Il faut faire attention parce que le froid, ça peut abîmer potentiellement les nerfs. Donc on est extrêmement prudent sur les lésions du rachis. Vous voyez les cryosondes, ça se présente comme ça. Ça, c'est le test en dehors du patient. Et on a une boule de glace. Plus on met d'aiguilles, plus la boule de glace est grosse. Et directement à travers la peau. Alors, j'ai juste pour vous montrer... Ça ne marche pas. Bon, c'est un petit film sur la formation de la glace pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Globalement, l'intérêt, c'est on voit en direct ce qui se passe. C'est un petit peu exceptionnel pour nous parce que nous, sur la thermoablation, en général, on ne voit jamais ce qui se passe. Là, vous voyez la corrélation de ces aiguilles en dehors du patient. Quand ils sont dans le patient, on voit la boule de glace se former. C'est-à-dire qu'on a même de faire le volume nécessaire pour couvrir la tumeur et s'arrêter si jamais la boule de glace commence à s'approcher de structures à risque, on a même d'arrêter le traitement. L'avantage, donc, c'est, je vous l'ai dit, les propriétés antalgiques vraiment très intéressantes. On voit ce qu'on fait et je pense que ce traitement, dans pas longtemps, il sera fait en ambulatoire très, très prochainement. La limite, c'est un traitement qui coûte extrêmement cher, qui n'est pas remboursé. Donc on ne peut pas proposer ça pour l'instant à tous les patients. Et je disais attention aux structures nerveuses. Oui, c'est une limite. Donc quelles indications on peut retenir? Pour l'instant, nous, à l'IPC, on retient les patients qui ont encore mal après radiothérapie sur des localisations précises. Donc c'est vraiment encore de la seconde intention.
Donc c'est plutôt des lésions qui font aux alentours de 4-5 cm, qui infiltrent les parties molles, avec une douleur plutôt inflammatoire. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le même versant que les lésions dont je vais montrer tout à l'heure, sur des lésions préfracturaires. C'est des lésions vraiment très tissulaires qui ont tendance à infiltrer les parties molles. Quelques exemples sur la iliaque, un cancer du rein qui a été irradié, une récidive. Là, vous voyez les aiguilles de cryothérapie, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. On voit, je ne sais pas ce que vous voyez, mais un glaçon, c'est ça, en gros, ça englobe la lésion. On contrôle à 3 mois et on a vraiment voilà, la zone de nécrose qui a encore la taille du glaçon et qui est englobée, donc à la fois de l'antalgie et du curatif. Donc c'est un intérêt, pas tout le temps, mais chez le patient oligométastatique, ça peut avoir son intérêt. Là, c'est un exemple d'un myélome, pareil, 5 aiguilles de cryothérapie. Vous voyez ici à peu près le positionnement en scanner. Et le contrôle à 1 an en TEP scan avec voilà, la lésion qui s'est complètement éteinte et un effet antalgique et tumoral. J'accélère un petit peu. D'autres indications, donc, je vous ai montré les ailes iliaques, donc sur la côte, pareil. Ici, un patient sur la clavicule, patient cancer du sein, on ne peut pas la réirradier parce qu'elle a eu la radiation mammaire interne. Donc pareil, on fait un contrôle, on fait une cryothérapie et le contrôle est bon. Le dernier cas sur les vertèbres, où là c'est vraiment des traitements un peu plus risqués, c'est-à-dire on protège la moelle avec de l'air par une petite aiguille en péridurale. On a un monitorage de la température en direct. Vous voyez que dès qu'on descend aux alentours de 0 degré, on arrête le glaçon, on remonte, on redescend. Voilà, donc là c'est des traitements beaucoup plus lourds. On peut le faire pour des vertèbres, mais voilà, c'est vraiment au cas par cas. Voilà, tout ça pour vous dire que le panel, on se rajoute, nous, face à toutes les options possibles. Le meilleur moyen, c'est de parler de ces patients RCP. Évidemment, pas tous les patients, mais les patients un petit peu chez qui on a besoin d'un avis diagnostique ou un traitement combiné proposé. En cas d'échec de la radiothérapie, je pense que ça vaut le coup de présenter ces patients en RCP. Donc pour conclure, vous voyez que les indications, elles sont nombreuses et variées. J'insiste sur le côté très peu invasif de ces techniques. Le positionnement avec la radiothérapie, vous avez vu, c'est souvent du combiné avec la cimentoplastie, plutôt de la deuxième intention et pourquoi pas un jour de la première intention en fonction de localisation pour la cryothérapie. Les limites de toutes ces techniques, globalement, c'est un traitement quand même sur lequel on n'a pas non plus énormément de recul. On est convaincu que ça marche bien, mais encore faut-il le prouver. On n'a pas une force de frappe très importante, c'est-à-dire il y a peu de personnes formées, il faut des accès machines, etc. Donc c'est vrai que pour pouvoir le proposer de manière convenable à tous les patients, c'est un petit peu compliqué. Et pour terminer, l'avenir, oui, je pense qu'on fait partie de l'avenir en radiologie interventionnelle. La forte croissance d'activité, on le sait, on va développer l'ambulatoire et je pense qu'il faut spécialiser ces techniques avec des personnes qui ne font que ça, dans des structures dédiées, et c'est ce qui est prévu à l'IPC prochainement, l'ouverture d'un bloc de radiologie avec un scanner dédié, une table de radio interventionnelle exactement. Donc ça, c'est pour le mois de septembre. Voilà, je vous remercie.